Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ma première vidéo pédagogique que je vais consacrer aujourd'hui à la récitation. Je vais vous donner quelques conseils pour réussir une bonne récitation. C'est parti. Alors tout d'abord, on peut s'entendre sur ce que c'est qu'une récitation. Vous le savez certainement, c'est le fait de réciter devant la classe un texte qu'on a préalablement appris par cœur. En général, on choisit un poème parce que c'est beau, parce que c'est facile à mémoriser. C'est un exercice scolaire qui est très traditionnel, qui est pratiqué depuis très très longtemps, sans doute depuis le début de la scolarisation obligatoire. C'est une évaluation qui est orale et qui est courte, elle prend 2-3 minutes et cela permet sans doute de valoriser les élèves qui sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Enfin voilà, en gros, tout ce qui caractérise l'exercice de la récitation. L'intérêt de la récitation, alors pourquoi il est intéressant d'apprendre des textes par cœur pour les restituer ensuite oralement dans la classe? D'abord, ça permet d'accroître sa culture littéraire, apprendre le poème, apprendre le nom des poètes, puisqu'il faut mentionner l'auteur de la récitation à la fin du poème. Pas forcément les dates, hein. Ça c'est un indicateur qui est utile pour vous, mais c'est pas la peine de me réciter les dates de naissance, ni le nom du recueil qui se trouve en italique, par exemple, dans le poème de Victor Hugo, L'Ogre de Moscovie. C'est le titre du recueil, c'est toute la lire. Il n'est pas nécessaire de lire le nom du recueil. Évidemment, ça fait travailler la mémoire, et la mémorisation sont des compétences extrêmement précieuses quand on est à l'école. Cela permet de s'entraîner à la prise de parole en public. Alors oui, pour certaines et certains, il faudra vaincre sa timidité. Alors je ne fais pas de passage seul à seul, parce que je trouve que ça fait partie de l'exercice de savoir prendre la parole en public. Je vous autorise à vous mettre de profil, par exemple, pour ne pas regarder l'auditoire. Il y a aussi des petits malins qui se permettent de faire des grimaces pendant que les autres récitent. Alors je les invite à ne pas faire les malins parce que sinon je les fais passer en priorité ou repasser. Cet exercice permet d'apprendre également de nouveaux mots de vocabulaire. On va en parler un petit peu dans la suite de cette vidéo. Et enfin, un intérêt qui me semble capital, c'est la beauté du texte récité, la beauté du poème. Je pense que ça peut pas faire de mal, surtout de nos jours, quelques vers poétiques dans ce monde de brut. Et j'espère que vous apprécierez autant que moi d'entendre la parole des poètes retentir aujourd'hui en 2021 dans notre classe. Alors, qu'est-ce qu'on évalue en récitation? Des compétences qui sont multiples et qui sont à mettre en œuvre en même temps. Évidemment, en premier lieu, l'effort de mémorisation. Cette mémorisation doit être exacte. Ne pas remplacer un mot par un autre, ce serait un peu trahir le poète. Vraiment mémoriser très très précisément le texte. Alors, vous avez le droit évidemment à faire quelques petites erreurs, mais la particularité de cette mémorisation, c'est qu'il faut restituer le texte du poème vraiment tel qu'il a été écrit. Alors une deuxième compétence, ça va être la compétence de diction. Le fait de bien articuler, de bien dire les vers poétiques aussi, on en parlera un petit peu plus longuement plus tard dans la vidéo. Surtout faire attention à ce que chaque personne qui vous écoute vous comprenne. Parler suffisamment fort aussi. Alors, il n'est pas question de parler comme au théâtre, mais de ne pas murmurer. La posture pour cela est importante. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder vos chaussures pour réciter parce que sinon votre voix va partir directement vers le sol. Et moi aussi, il faut que j'entende pour bien vous évaluer. Alors, entraînez-vous. Peut-être si vous faites réciter ce poème avec un adulte ou votre grande sœur à la maison, placez cette personne à quelques mètres de vous pour vérifier qu'elle vous entend bien. Vraiment, c'est un point qui est très très important. L'expressivité également est évaluée, c'est-à-dire ce qu'on appelle mettre le ton,
l'intonation. Alors pour chaque poème, le ton sera sans doute différent. Ce qui est important, enfin, il n'est pas question de jouer une pièce de théâtre, mais ce qui est important, c'est que votre parole, elle ne soit pas mécanique, que le poème soit récité de façon vivante, parce qu'il faut capter l'attention de votre auditoire. J'y viens parce que la compétence évaluée dans le socle commun, c'est parler en prenant en compte son auditoire, et prendre en compte son auditoire, quelle que soit la nature de la prise de parole, c'est veiller à ce que l'intonation ne soit pas monotone, pour ne pas qu'on s'ennuie, pour qu'on comprenne bien, parce que ça fait partie de tous ces facteurs qui rendent la parole facile à comprendre. Si je parlais comme ceci, toujours sur le même ton, d'une manière mécanique, sans trop articuler, je pense que vous ne m'écouteriez pas beaucoup. Donc faites cet effort pour votre auditoire, pour qu'on puisse bien vous comprendre. Alors comment réussir sa récitation? Juste quelques conseils. Alors déjà, s'assurer qu'on a bien compris le texte. Je vais vous aider pour chaque poème dans la suite de ce diaporama. Mais vous, de votre côté, vous pouvez rechercher le sens des mots que vous ne connaissez pas dans le dictionnaire si je n'ai pas fait de notes de vocabulaire sur le mot que vous ne connaissez pas. Je vous conseille également de mémoriser progressivement et précisément le poème. Vous pouvez utiliser l'écrit si vous, ça vous va davantage. De réciter régulièrement aussi devant une autre personne, ça peut être bien. Alors mémoriser progressivement, ça peut être strophe par strophe. Peut-être pas vers par vers, parce que à un moment, vous allez perdre de vue le sens du poème si vous fractionnez trop la mémorisation. Profitons du fait qu'on a un poème à apprendre pour s'aider des rimes, pour bien mémoriser. À la fin du mot, si on ne se souvient plus du mot, effectivement, on peut se dire, ah ben oui, voilà, à la fin du vers 2 de l'ocre de Moscovie, c'est le mot envie qui rime bien avec Moscovie, par exemple. Il faut également veiller à faire des pauses au bon moment, parce que vous avez des vers à mémoriser. Il faut faire une légère pause à la fin de chaque vers. Je vous aiderai en faisant une lecture orale d'un poème. Enfin, il faut s'interroger sur l'intonation adoptée. Est-ce que c'est un poème triste? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est émouvant? Est-ce que c'est quelqu'un qui confie des sentiments douloureux? Ou au contraire, quelqu'un qui vous raconte quelque chose de plutôt joyeux? Voilà pour les conseils. Alors, pour ce qui concerne le débit de la parole et la diction. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on parle, et la diction, c'est la manière d'articuler les mots. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire une pause à la fin du vers. Comment repérer la fin d'un vers? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand on va à la ligne, on passe au vers suivant. Par exemple, dans le poème La Belle au bois dormait, je vais m'arrêter à la fin du vers pour la lecture de cette première strophe. Et également, à chaque signe de ponctuation, une pause légère pour la virgule et une pause un petit peu plus importante pour le point et une pause un peu entre les deux avec le point-virgule. Un petit exemple. La Belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait, Madame Barbe-Bleue, elle, attendait ses frères, et le petit Pousset, loin de l'ogre Silet, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. Alors on veille également à ne pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, peut-être de crainte d'oublier, vous allez perdre en expressivité et en articulation, et ça c'est évalué aussi. Attention également à ne pas s'arrêter trop longtemps, ni trop souvent. Le texte doit être mémorisé, de façon à ce qu'on n'ait pas de silence de 5 secondes au milieu d'une phrase. Évidemment, vous avez le droit de chercher vos mots brièvement, mais le gros silence au milieu du vers, c'est pas possible. À ce sujet, une petite parenthèse. Parfois, pour vous aider pendant l'évaluation, je souffle. C'est-à-dire que je vous donne une petite indication sur le mot suivant, histoire de vous remettre sur les rails quand je sens que vous êtes un petit peu perdu et qu'il suffit vraiment d'un rien pour vous permettre de réciter la suite de votre poème. Alors attention, les autres élèves, eux, ne doivent pas souffler, parce que moi,
après, quand j'évalue, eh bien, je sais ce que j'ai soufflé et je peux évaluer aussi en fonction parce qu'il ne faut pas oublier que dans une récitation, il y a 20 points, hein. Voilà, donc j'essaie à chaque fois de vous repêcher, de manière, à ce que vous puissiez réciter la suite et à ce que vous ne vous arrêtiez pas au milieu du 5e vers, ce qui compromettrait, la suite et très souvent, il suffit que je fasse un petit geste ou que je dise un seul mot pour que la suite arrive très, très vite, dans votre mémoire. Enfin, vous veillerez à bien articuler chaque mot parce que votre auditoire doit comprendre chaque mot que vous dites. Voilà. Alors, maintenant, je vous donne quelques conseils et indications ciblés sur chaque poème. Alors, ce poème de Paul Verlaine, La Belle au bois dormait, c'est une rêverie autour des personnages de contes. C'est-à-dire que tout au long du poème, vous avez sans doute remarqué que Paul Verlaine cite les noms des personnages. Alors, vous connaissez tous La Belle au bois dormant, hein, Cendrillon, Peau d'âne. Alors peut-être que Riquet à la houppe est un petit peu moins connu. C'est un héros de conte qui tire son surnom de sa coiffure, une sorte de houppe qui était d'ailleurs assez à la mode il y a quelques années et que les ados se faisaient volontiers à concours de produits coiffants. Voilà, donc Riquet à la houppe, dont je vous ai mis une petite illustration. Je me suis penchée aussi sur l'oiseau couleur de temps, qui est mentionné dans un conte de Madame d'Aulnoy, qui est également l'autrice de Finette Cendron, que je vous ai lu il n'y a pas très longtemps et sur lequel on a travaillé en évaluation bilan. Donc l'oiseau couleur de temps c'est aussi la couleur de la robe de Peau d'âne, vous le savez sans doute. Ce poème, c'est une promenade au pays des contes et en même temps une rêverie, c'est-à-dire qu'on imagine bien Paul Verlaine penser à son enfance et chercher à écrire un poème pour restituer la joie qu'il éprouvait alors quand on lui lisait des contes, une certaine nostalgie aussi. Pourquoi je dis une promenade? C'est parce qu'on a beaucoup d'éléments de nature et de campagne, la feuille, les bocages qui sont des petites haies, les semailles qui évoquent les champs, les blés, les seigles, tout ce qui est en lien avec la campagne, aussi avec ce qu'on entend à la campagne, les voix d'oiseaux, comparées à de la musique, etc. Donc c'est une atmosphère qui est sereine et joyeuse, donc adopter une intonation assez vive, assez enlevée. Et une promenade qui se termine par un repas dans une auberge. C'est une soupe. Nous joignons l'auberge, c'est-à-dire nous rejoignons l'auberge. Et on imagine que tous ces personnages de contes se retrouvent pour déjeuner ensemble, peut-être avec le poète, qui serait représenté dans ce nous. Alors moi, je laisse un point d'interrogation parce que j'ai pas pu demander à Paul Verlaine ce qu'il en était vraiment. Et ce nous qui est un petit peu mystérieux, je préfère le laisser un petit peu mystérieux comme cela. Voilà, à vous d'y voir un petit peu ce que vous voulez aussi. Voilà pour ce poème-là. Maintenant, Le Temps des contes de Georges Jean, qui est un poème qui est un peu plus actuel, parce que Georges Jean est mort en 2011. Attention déjà à l'usage du conditionnel. S'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois, et toi, tu mettrais ton armure. Alors ici, le conditionnel indique qu'on est également dans une rêverie. Évidemment, le conte, le merveilleux, c'est le rêve, c'est l'enchantement, c'est l'enfance. Ici aussi, nous avons des titres et des personnages de contes, c'est-à-dire par exemple Blanche-Neige. Vous avez une référence à une chanson enfantine, Malbrook s'en va en guerre, qui est une chanson, une comptine qu'on chantait aux enfants. Vous avez aussi une référence à Charles Perrault, que vous connaissez. Ma mère Loi fait référence au titre du recueil de contes de Monsieur Perrault, Contes de ma mère Loi. Et en même temps, vous avez aussi une présence de la modernité avec la télé et les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est-à-dire que ce poème
Il parle de l'opposition entre la tradition, c'est-à-dire des contes qui sont, vous le savez, venus d'époques lointaines, mis à l'écrit au XVIIe siècle. Et Georges Jean insiste sur le fait que même si on est à l'époque de la télé et des premiers pas sur la Lune, alors c'est 1969, hein, je ne sais pas quand le poème a été écrit, mais il fait référence à l'avancée technologique de l'humanité qui a permis ces premiers pas sur la Lune. Alors, on pourrait y voir une opposition, on pourrait s'attendre à ce que les enfants ne trouvent plus les contes de jadis intéressants, mais pas du tout. Ils sont encore bien vivaces dans leur imaginaire. Alors je termine en élucidant le sens de deux mots qui sont peut-être un peu compliqués. Alors les chevaux alezans, je vous ai mis une petite image, ce sont des chevaux qui sont de couleur marron. La prestance, c'est la fierté, la confiance en soi, le fait d'arriver quelque part avec beaucoup de dignité. Je veux dire, avec la classe, comme on dirait peut-être un peu familièrement. Voilà pour ce poème de Georges Jean. Passons maintenant à L'Ogre de Moscovie de Victor Hugo, qui n'est pas le poème le plus compliqué, hein, peut-être un petit peu plus long, écrit en 1861. Alors déjà, c'est un poème un petit peu en forme de plaisanterie, c'est l'histoire d'un ogre qui est amoureux d'une fée, et Victor Hugo s'amuse, alors il fait peut-être ça pour ses petits-enfants, il s'amuse à donner des conseils de séduction à cet ogre. Tout repose sur un jeu de mots, sur l'expression croquer le marmot, qui à l'époque était dans un emploi assez courant. Croquer le marmot, ça signifie attendre, mais attendre longtemps, en s'ennuyant un petit peu. Et Victor Hugo a transformé cette expression en la prenant non pas au sens figuré, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'un ogre, lui, qui va croquer le marmot, il va vraiment manger l'enfant. Et à la fin, Victor Hugo plaisante en disant aimez, mais soyez fin, adorez votre belle et soyez plein d'astuces. N'allez pas lui manger, comme cet ogre russe, son enfant, ou marcher sur la patte à son chien. Il est en train de dire à cet ogre que pour séduire une fée dont il est amoureux, il est quand même très fortement déconseillé de manger son enfant. Voilà. C'est un personnage qui est parodique parce que c'est un ogre qui est naïf, qui trouve ça tout à fait normal de manger un enfant, alors que ça l'est pas du tout. Et voilà, c'est une petite histoire que Victor Hugo raconte sous la forme d'un conte. Alors le dernier vers, marcher sur la patte à son chien, ça nous interroge un petit peu. Vous le savez, on doit dire normalement la patte de son chien. Alors pourquoi Victor Hugo a-t-il repris cette expression alors que Victor Hugo ne fait pas de faute de français, hein, en général? Je pense qu'il a repris cette formulation parce que c'est une formulation qui est enfantine et qu'il a sans doute envie malicieusement, en s'adressant aux enfants, de reprendre cette expression. C'est peut-être un clin d'œil aussi en direction des adultes qui liraient ce poème. Voilà, donc pourquoi Victor Hugo est génial, c'est la dernière chose que je vous dirais. Parce qu'il est capable d'écrire des poèmes sur tous les sujets. Moi, ces poèmes, je les connais un peu. Et c'est quelqu'un dont l'œuvre est extrêmement diversifiée, mais bon, vous connaissez déjà mon grand amour pour l'œuvre de Victor Hugo. Et donc, je suis vraiment très contente d'entendre très bientôt une récitation de cet auteur que j'admire beaucoup. Voilà, je vous souhaite donc un bon travail avec l'aide de cette vidéo. Je suis à votre écoute si vous avez des questions sur l'ENT. N'hésitez pas à m'écrire. Bon courage et à bientôt.